Madame la présidente, Madame la ministre, mes chers collègues, alors que la COP26 vient de s'achever, la France est confrontée à une crise énergétique inédite qui risque de l'éloigner de l'objectif de neutralité carbone issu de l'accord de Paris de 2015 et de la loi énergie-climat de 2019. Il s'agit d'une triple crise des prix des énergies, du système énergétique, mais aussi de la décision politique. La flambée des prix et des énergies est sans précédent. Entre 2020 et 2021, les prix du marché ont été multipliés par 2 pour le gaz, par 3 pour le pétrole et par 9 pour l'électricité. Cette hausse s'est répercutée sur les tarifs réglementés avec une augmentation de 12% pour le gaz en octobre et de 4% pour l'électricité en février. Or, cette flambée était prévisible. Dès juin 2020, la Commission des affaires économiques, dans son plan de relance, avait alerté, je cite, « sur un effet inflationniste en sortie de crise, les prix étant susceptibles de flamber ». Nous avions même proposé, Madame la ministre, à l'époque, puis défendu un amendement dans cet hémicycle budgétaire en juillet et novembre 2020 pour revaloriser le chèque énergie. En réponse à cette alerte, l'ancienne ministre nous avait dit les factures d'énergie ne vont pas augmenter. Je regrette cette occasion manquée et ce temps perdu. Cette flambée pèse sur le pouvoir d'achat des ménages car l'énergie représente 10% de leur budget. Selon le médiateur national de l'énergie, 95% des ménages constatent une hausse, 60% restreignent leur chauffage et 25% diffèrent leur paiement. Pire, cette baisse du pouvoir d'achat pourrait se muer en hausse de la précarité énergétique qui affecte déjà aujourd'hui 3,5 millions de ménages. Cette flambée pèse aussi sur les coûts de production des entreprises, mettant en danger leur rentabilité économique et leur viabilité financière. C'est le cas des 400 entreprises énergo-intensives. Parce qu'elles consomment la moitié de l'énergie du secteur de l'industrie, le surcoût pourrait s'élever pour elles à plus d'1 milliard d'euros. À terme, cette flambée désorganise le marché de l'énergie. Les litiges se multiplient déjà entre consommateurs et fournisseurs. L'activité du médiateur ayant crû de 15% en 6 mois, certains fournisseurs d'ailleurs font défaut aujourd'hui. Or, les fournisseurs de secours, qui auraient dû être désignés depuis bientôt 2 ans en application de la loi énergie-climat, l'ont été la semaine dernière pour l'électricité et sont encore en attendus pour le gaz. Outre cette flambée, notre système énergétique est entré en crise. Notre sécurité d'approvisionnement se dégrade. RTE, Réseau de transport d'électricité, a placé la France en situation de vigilance particulière sur la période 2021-2024. Notre indépendance énergétique recule. RTE toujours a évalué à 43 jours les jours d'importation en 2020 contre 25 en 2019. Notre transition énergétique stagne. Les objectifs liés aux énergies renouvelables fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie ne sont pas atteints. Selon RTE, l'écart est de 53% pour le photovoltaïque, de 25% pour l'éolien et de 1% pour l'hydroélectricité. Les objectifs liés aux émissions de CO2 issus de la stratégie nationale bas carbone ne le sont pas non plus. Pour le Haut Conseil pour le climat, le premier budget carbone a ainsi été dépassé de 62 millions de tonnes. Notre avenir énergétique se complexifie. Dans son étude « Futur énergétique 2050 », RTE s'est inquiété de 2 défis auxquels la France va être confrontée. L'électrification, tout d'abord, des usages, de 15 à 60% supplémentaires, et le renouvellement du parc nucléaire avec un effet falaise dès 2040. Dans ce contexte très dégradé, la politique énergétique du gouvernement est marquée du sceau de l'indécision. En premier lieu, le bouclier tarifaire est tardif et limité. L'attribution de 100 € via le chèque énergie ou l'indemnité inflation est dérisoire. Le prix à la pompe dépassant 1,50 € par litre, ces 100 €, c'est l'équivalent d'un plein, pas une solution pérenne pour passer l'hiver. Les tarifs réglementés sur lesquels se focalisent les blocages ou compensations de prix ne concernent que 7,5% de la consommation nationale de gaz et de 28% de celle de l'électricité. Les entreprises énergo-intensives ne bénéficient que d'une avance de 150 millions d'euros, une aide 6 fois inférieure aux besoins. Enfin, les baisses sur les taxes de la consommation d'énergie sont facultatives, activables par décret et transitoires, limitées à 1 an.
avec 47 milliards d'euros. La France reste le premier pays européen en termes de fiscalité énergétique. Elle aurait pu suivre tout simplement la voie d'une baisse massive de la TVA, comme l'a fait l'Espagne, ou de la fiscalité, comme l'a fait l'Allemagne. En deuxième lieu, les réformes énergétiques sont embourbées. Le projet Hercule, la réforme de l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique, le règlement du contentieux sur les concessions hydroélectriques, tous ces chantiers ont été suspendus. Faute d'accord avec la Commission européenne, le gouvernement doit clarifier ses intentions. Sur ce sujet, je veux dire solennellement qu'envisager une réforme du groupe EDF dans le cadre de la loi quinquennale de 2023, comme l'a évoqué ici la secrétaire d'État à la biodiversité, n'est pas admissible. Ça mérite une loi. Enfin, les choix énergétiques du gouvernement sont incontestables. Inconstants. Hélas, Madame la Ministre, je me réjouis de noter un retour en grâce de l'énergie nucléaire. Je suis sidéré qu'il ait fallu 6 mois avant la fin du quinquennat pour que le gouvernement s'y résolve enfin. Nous l'avions proposé dès la loi énergie-climat dès 2019, notre résolution en mars et la loi climat-résilience en août. Si je prends acte de l'annonce de la construction de nouveaux réacteurs, pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Et pourquoi avoir fermé les 2 réacteurs de la centrale de Fessenheim en 2020? Si je prends aussi acte de l'annonce de 500 millions d'euros pour les petits réacteurs modulaires, qui est largement en dessous de la politique stratégique menée par les États-Unis ou par le Royaume-Uni, et surtout pourquoi avoir fermé le démonstrateur Astrid en 2019. Que de temps gâché sur des sujets cruciaux. Et je me félicite que notre commission ait pour sa part toujours tenu le même cap. Et nous avions à l'époque, dans le texte, nous nous sommes battus et nous avons voté effectivement le principe que nous ne fermerions plus de réacteurs si nous n'avions pas la même énergie non intermittente décarbonée en parallèle. Et à l'époque, Madame la Ministre nous avait dit que c'était ni fait ni à faire. On voit le chemin parcouru depuis l'été. Une politique énergétique, a fortiori nucléaire, ne s'improvise pas. Elle s'anticipe et elle ne peut souffrir d'effets d'annonce car le montant et la durée des investissements sont colossaux. Alors passons des annonces aux décisions. Nous attendons que le gouvernement indique s'il compte relever la part de 50% d'énergie nucléaire. Je regrette que le gouvernement n'ait pas demandé à RTE de tester un scénario supérieur à cette proposition. Nous souhaitons que le gouvernement fasse savoir s'il compte revenir sur la trajectoire de fermeture des réacteurs existants. Je rappelle que dans son scénario, RTE, à 50% d'énergie, avait évoqué, je cite, le besoin de prolonger les réacteurs de plus de 60 ans. Aujourd'hui, EDF parle de 3 paires d'EPR, RTE parle de 14 EPR nécessaires et des SMR. Nous souhaitons, pour que le gouvernement reprenne l'effort de recherche en direction de la fermeture du cycle de combustible, il doit aussi soutenir le très promoteur projet ITER. Il faut faire des plans de relance d'investissement. Enfin, nous appelons le gouvernement à veiller à l'inclusion du nucléaire dans la taxonomie verte. Il serait incompréhensible que le gaz fossile y soit intégré et pas le nucléaire. Je vous rappelle que la seule énergie décarbonée, c'est le nucléaire et que le gaz ne l'est pas. Notre débat doit permettre de faire la lumière sur tous ces enjeux. Je vous remercie de votre attention. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Emmanuelle Wargon, ministre déléguée chargée du logement. Madame la ministre. Merci. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je suis très heureuse de représenter aujourd'hui le gouvernement pour aborder cet enjeu crucial de la souveraineté énergétique de la France. Barbara Pompili m'a chargée de la représenter, étant en ce moment même en déplacement avec le président de la République pour promouvoir la filière hydrogène. Pour faire évoluer notre mix énergétique et atteindre la neutralité carbone en 2050,
La ligne que le gouvernement s'est fixée est claire et j'ai presque entendu dire qu'elle était incontestable dans le discours précédent. Le levier essentiel pour renforcer notre souveraineté énergétique est de sortir de notre dépendance aux énergies fossiles. Ces énergies fossiles importées représentent aujourd'hui près des 2/3 de notre consommation énergétique, 63% pour être exact, alors que notre production d'électricité est, elle, largement décarbonée. Les travaux de RTE présentés fin octobre, inédits par leur ampleur, extrêmement approfondis, présentent plusieurs options, mais une constante dans tous les scénarios. La neutralité carbone en 2050 suppose d'ici là une sortie des énergies fossiles. Si cet horizon peut paraître lointain, c'est dès aujourd'hui que nous devons préparer l'avenir. Comme je vous le disais, la stratégie du gouvernement est claire et elle repose sur un triptyque: efficacité énergétique, développement des énergies renouvelables, relance du nucléaire. Tout d'abord, pour sortir des énergies fossiles, le premier pilier de notre action est la sobriété énergétique et la réduction globale des consommations d'énergie, bien sûr en complément du soutien au pouvoir d'achat que nous avons mis en place, augmentation du chèque énergie de 100 €, bouclier tarifaire à la fois pour le gaz et pour l'électricité et indemnité inflation de 100 € pour 38 millions de ménages. En ce qui concerne la consommation d'énergie, nous visons une baisse de 40% de cette consommation en 2050 par rapport à aujourd'hui, conformément à la stratégie nationale bas carbone. C'est un défi d'une ampleur considérable. Nous sommes sur le bon chemin, notamment grâce aux politiques menées depuis 2017 qui commencent à porter leurs fruits. Cette démarche, nous l'avons engagée par exemple à travers la massification de la rénovation énergétique des logements, avec le succès de MaPrimeRénov', entre 700 000 et 800 000 dossiers attendus cette année. Également en matière d'exigence de consommation d'énergie des bâtiments neufs, avec la nouvelle réglementation environnementale pour les bâtiments, la RE 2020. Nous avons également mis en place un soutien à des projets d'efficience énergétique dans l'industrie. Toutefois, pour sortir des énergies fossiles, il nous faudra, en parallèle de la réduction de notre consommation d'énergie, électrifier divers usages dans la mobilité, le chauffage ou l'industrie. Ainsi, selon tous les scénarios RTE, la consommation d'électricité va croître d'ici à 2050 et, selon les hypothèses, de 30 à 60% en cas de réindustrialisation forte du pays. L'électricité viendra ainsi remplacer les énergies fossiles importées, avec un effet positif sur notre indépendance énergétique comme sur nos émissions de gaz à effet de serre. Ceci suppose de bâtir un système électrique permettant de produire en 2050 de manière sûre, compétitive et décarbonée entre 650 TWh et 750 TWh d'électricité contre moins de 500 TWh actuellement. Pour relever ce défi, le deuxième pilier de l'action gouvernementale consiste à accélérer le développement des énergies renouvelables. Nous avons déjà progressé. Aujourd'hui, 25% de notre électricité est produite par des ENR, contre 21% en 2018. Mais il sera nécessaire de doubler les capacités de production d'ENR d'ici à 2030 et de les accroître davantage encore d'ici à 2050. Nous devons donc accélérer le développement de toutes les énergies renouvelables dès aujourd'hui pour tenir nos objectifs de décarbonation, en particulier dans les 15 prochaines années, au cours desquelles la capacité de production nucléaire va décroître avec l'arrivée en fin de vie d'une partie du parc avant la mise en service de nouvelles centrales. Sur l'éolien terrestre, il nous faudra atteindre en 2050 entre 2 et 4 fois la capacité actuellement installée pour atteindre plus ou moins le niveau d'équipement actuel de l'Allemagne. Nous devons également développer massivement l'éolien en mer, avec pour objectif d'avoir mis en service entre 2000 et 4000 éoliennes offshore à horizon 2050. Nous déploierons également le photovoltaïque en visant une multiplication entre 7 et 12 des capacités installées d'ici à 2050, ce qui mobilisera plusieurs dizaines de milliers d'hectares de toitures et de sols dans le respect de nos objectifs de lutte contre l'artificialisation. Au-delà du système électrique, le biogaz sera aussi une énergie importante en se substituant progressivement au gaz naturel pour les usages résiduels. L'objectif est que le biogaz représente au moins 10% du gaz consommé en 2030, contre 1% aujourd'hui. En somme, l'ensemble des énergies renouvelables jouera un rôle essentiel pour sortir de notre dépendance aux énergies fossiles. Mais notre souveraineté énergétique passe également par la constitution de filières industrielles compétitives en France. Avec le plan France Relance, nous mobilisons 7 milliards d'euros pour développer l'hydrogène décarboné,
Pour aller plus loin, le plan d'investissement France 2030 prévoit des soutiens complémentaires envers la filière hydrogène, mais aussi les ENR et l'intégration des systèmes énergétiques. Le nucléaire est le troisième pilier de notre politique de souveraineté énergétique. Aujourd'hui, il est largement majoritaire dans notre mix électrique. À horizon 2050, il en constituera encore un socle important en complément des énergies renouvelables. RTE confirme dans son rapport que relancer des capacités de production nucléaire permettra de disposer à horizon 2050 d'une électricité compétitive. Le président de la République a annoncé que nous allions construire de nouveaux réacteurs nucléaires et inviter la filière industrielle à s'y préparer. L'objectif est de permettre, à partir de 2035, la poursuite de l'électrification des usages et le remplacement d'une partie des réacteurs existants qui arriveront en fin de vie. Si la part du nucléaire dans le mix électrique décroîtra mécaniquement au fil des fermetures de réacteurs, la mise en service de nouveaux réacteurs, qui débutera dans une quinzaine d'années, permettra de conserver un socle significatif de nucléaire, de manière à optimiser notre mix. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, voilà la ligne du gouvernement. Mettre fin à notre dépendance aux énergies fossiles, renouveler nos capacités de production électrique, ce qui est un réel défi, comme nous n'en avons pas connu depuis un demi-siècle. Mais c'est aussi une opportunité historique pour renforcer l'indépendance énergétique de notre pays, renforcer la résilience de notre économie. Je sais qu'ensemble, nous saurons la saisir et je vous en remercie. Merci Madame la Ministre. Et dans la suite du débat, chaque orateur dispose de 2 minutes maximum, y compris l'éventuelle réplique. Le gouvernement dispose pour répondre d'une durée équivalente. Et nous commençons avec Monsieur Jean-Claude Tissot. Vous avez la parole, chers collègues. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues. Nous partageons toutes et tous dans cet hémicycle l'idée que la reconquête d'une souveraineté énergétique revêt un enjeu majeur pour notre pays. La question à laquelle nous devons répondre à travers ce débat est celle des leviers pour la rendre effective. La privatisation des acteurs du secteur de l'électricité et le démantèlement des opérateurs publics historiques ont conduit à une perte de contrôle de l'État sur la production et la distribution de l'énergie. Les conséquences pour les consommateurs ne sont pas celles qui nous avaient été promises, même sans compter les dernières envolées des prix. Les tarifs de l'électricité ont augmenté de 60% depuis l'ouverture du marché en 2007. L'État, démuni face à la volatilité structurelle de ce marché, en est réduit à devoir sortir son carnet de chèques à chacun de ces dérapages. Pour certaines énergies, comme le gaz, nous en sommes même devenus dépendants de pays étrangers. Face à ces constats, il est illusoire d'imaginer un quelconque retour de souveraineté sans véritable contrôle public. Celui-ci doit passer par la mise en place d'un service public de l'énergie géré dans l'intérêt général et financé exclusivement par des fonds publics. Ce service public pourra notamment intervenir, mieux que des opérateurs privés qui n'ont aucun intérêt à nous amener vers la sobriété énergétique, dans l'initiation d'un vaste plan d'économie d'énergie. De même, ce service public serait le mieux placé pour relever l'indispensable défi du développement des énergies renouvelables. Le développement anarchique de projets conduits par des acteurs privés, sans tenir compte des intérêts des territoires concernés, suscite une résistance grandissante chez nos concitoyens. 2 exemples de projets d'installation d'éoliennes dans mon département de la Loire me semblent très parlants. D'un côté, un projet à proximité des communes de Chérier, La Tuyère, Saint-Puy-en-Chevalet provoque une véritable résistance des élus locaux et de la population. C'est un groupe énergétique étranger qu'il porte, dans un total déni de démocratie. De l'autre côté, le projet des ailes de Taillard, sur les communes de Burdigne et Saint-Sauveur-en-Rue, porté dans une démarche participative par la communauté de communes, une association citoyenne et un acteur industriel, a permis d'obtenir une vraie adhésion des riverains. C'est bien ce second type de modèle qu'il faut suivre pour redonner une nécessaire acceptabilité à cette énergie, un projet pensé avec les citoyens et les élus qui va bénéficier au territoire. Aussi, à rebours du projet Hercule, ou quel que soit le nom, je termine Madame la Présidente, quel que soit le nom que vous voudrez bien lui donner, envisagez-vous, Madame la Ministre, d'aller vers ce service public de l'énergie, outil majeur pour une reconquête de la souveraineté énergétique de notre pays. Merci, chers collègues. Madame la Ministre, vous avez la parole. Si chacun d'entre vous pouvait essayer de respecter le temps de parole, c'est pas grave, Monsieur Tissot, mais c'est pour la suite des débats, parce qu'on a un ordre du jour très très chargé et on va essayer de le tenir pour ne pas finir trop tardivement. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le sénateur, il y a beaucoup d'éléments dans votre question. En matière de souveraineté, je persiste à dire que l'élément fondamental de souveraineté, c'est de moins dépendre des énergies fossiles, d'où ce que je vous ai exposé, un véritable effort en matière de sobriété, réduire nos consommations,
un effort en matière de substitution, aller vers de l'énergie décarbonée, à commencer par l'électricité, et donc une trajectoire électrique ambitieuse, à la fois nucléaire et renouvelable. Évidemment, dans cette politique, le grand fournisseur historique qui est EDF a toute sa place, à la fois dans son rôle de distribution, dans son rôle de production. Ensuite, vous posez la question des énergies renouvelables et de la manière dont ces énergies peuvent trouver la place dans ce débat de souveraineté. Ces énergies renouvelables, je partage le point de vue qu'elles doivent être territorialisées au maximum et que le débat local doit pouvoir avoir lieu dans des conditions apaisées au maximum. Barbara Pompili a souhaité proposer 10 mesures sur l'éolien qui permettront de renforcer l'acceptabilité. Certaines mesures sont d'ailleurs dans la droite ligne de la loi climat et résilience, puisque dans la loi climat et résilience a été votée la mise en place de commissions régionales de l'énergie qui permettront de discuter de la diffusion des énergies renouvelables sur le territoire régional et en deçà. Et dans les 10 mesures pour l'éolien, il y a des choses très concrètes comme l'avis systématique du maire avant implantation de chaque projet éolien, la définition d'une cartographie des endroits qui sont à la fois favorables techniquement et qui sont possibles, une demande faite très fortement au préfet d'interpréter la compatibilité avec le patrimoine et les paysages de façon stricte, pour faire en sorte qu'on puisse installer l'éolien, mais c'est vrai aussi pour le solaire, là où c'est justifié, là où c'est pertinent, et ne pas le faire sans concertation approfondie. Enfin, les projets citoyens que vous citez dans votre question seront également soutenus. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Madame Marie Évrard pour le groupe RDPI. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, la question de l'énergie est revenue depuis quelques mois au cœur des débats dans un contexte de reprise économique mondiale. Face à la hausse des prix, 5,8 millions de ménages vont bénéficier le mois prochain d'un chèque énergie exceptionnel de 100 €. Et c'est une bonne nouvelle. Entre partisans du nucléaire et défenseurs des énergies renouvelables, la politique énergétique du gouvernement est équilibrée. Celle-ci repose, d'une part, sur le développement des énergies renouvelables et d'autre part, sur le rôle essentiel accordé au nucléaire. Cette position équilibrée a été rappelée la semaine dernière par le président de la République. Pour garantir l'indépendance énergétique de la France et atteindre la neutralité carbone en 2050, nous allons relancer la construction de réacteurs nucléaires et continuer de développer les énergies renouvelables. Lors de la présentation du plan France 2030, 1 milliard d'euros d'investissement a été annoncé pour développer des technologies de rupture dans le domaine du nucléaire. Cela passe par le développement de réacteurs de petite taille, plus connus sous l'acronyme anglo-saxon SMR. Leur puissance de 50 à 250 MW est 10 fois moins puissante qu'un central classique. Notre pays dispose de son propre projet baptisé New World, alors que les experts de RTE expliquent dans leur rapport Futur énergétique 2050 que la construction de nouveaux réacteurs nucléaires est pertinente. Je voudrais donc savoir, Madame la Ministre, quelle place peuvent occuper les SMR dans les années à venir pour favoriser notre souveraineté énergétique et comment ces projets vont-ils se coordonner avec un parc de réacteurs nucléaires qui arrive au terme de ses capacités. Merci. Merci, chers collègues. Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci. Madame la sénatrice, vous l'avez dit dans votre question, à court terme, nous protégeons le pouvoir d'achat des Français à travers l'augmentation du chèque énergie, le chèque énergie exceptionnel de 100 € et la prime inflation. À moyen terme, nous avons un objectif à la fois d'efficacité et de décarbonation. Pour atteindre cet objectif de décarbonation, effectivement, nous allons programmer la construction de nouvelles capacités de production, à la fois les énergies renouvelables, mais aussi la technologie nucléaire. Et au sein de la technologie nucléaire, nous visons un mix diversifié afin d'éviter toute dépendance à une technologie unique. Si on se projette à l'horizon 2050, plusieurs de ces technologies sont envisageables. La technologie de grande puissance EPR, déjà éprouvée en Europe et en Chine, qui bénéficie à ce titre d'un premier retour d'expérience et qui est adapté au réseau de transport électrique français. Et comme vous le mentionnez, les petits réacteurs modulaires dits SMR,
qui présentent une puissance plus réduite et qui sont actuellement à un stade de développement amont. Ainsi, à plus long terme, les SMR pourraient présenter des avantages par une conception plus simple et compacte et une modularité permettant des économies au stade de la construction, avec une part importante de préfabrication plus standardisée. Ces atouts pourraient permettre aux SMR de compléter une offre nucléaire de grande puissance et sont susceptibles de répondre aux besoins de sites isolés ou de zones dans lesquelles le développement du réseau électrique est insuffisant. Le soutien dans des phases d'avant-projet puis de développement, apporté par le plan France Relance puis par France 2030 au projet français de SMR, doit permettre d'avancer dans cette voie innovante pour en démontrer la faisabilité, préalable à toute perspective d'intégration au mix électrique en France ou à l'étranger. Ainsi, la relance à court terme d'un programme de nouveau nucléaire en France reposera sur des technologies éprouvées telles que l'EPR. Le SMR français pourra compléter dans un second temps l'offre nucléaire du mix énergétique dans le cadre d'un déploiement industriel à horizon 2040. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Franck Menonville pour le groupe Les Indépendants. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. La souveraineté énergétique de notre pays se fonde notamment sur notre maîtrise de la technologie nucléaire. Elle nous permet d'obtenir une électricité décarbonée et nous assure une production stable dont nous conservons le contrôle. Le contexte géopolitique actuel nous rappelle que l'indépendance énergétique est un vrai levier de souveraineté et même d'indépendance politique. Afin d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, la PPE 2019-2023 prévoit de réduire la part de l'énergie nucléaire à 50% du mix électrique de notre pays. Dès son adoption, je faisais partie de ceux qui doutaient de son réalisme et de son équilibre sur le long terme. Force est de constater que notre politique énergétique doit souvent faire face à des injonctions contradictoires. La fermeture de la centrale de Fessenheim, guidée davantage par des considérations politiques que par des réalités techniques et de sûreté, en est le parfait exemple. Cela fait peser des risques de tension sur notre approvisionnement et nous contraint à repousser par là même la fermeture des dernières centrales à charbon. En effet, RTE vient de publier des scénarios Horizon 2050. Ils font apparaître qu'on ne peut pas se passer du nucléaire, même avec un développement très ambitieux et nécessaire des énergies renouvelables dans le cadre d'un développement des usages électriques. Les dernières annonces présidentielles vont d'ailleurs dans ce sens, notamment celles relatives au déploiement des réacteurs de 4e génération pour assurer le renouvellement du parc actuel. Madame la ministre, quelle échéance comptez-vous réactualiser cette PPE? Quelle place y tiendra le Parlement? L'énergie mérite un vrai débat parlementaire. Et ne mérite-t-elle pas aussi un ministère dédié afin de porter une véritable politique énergétique cohérente et de long terme? Merci, chers collègues. Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Menonville. La programmation pluriannuelle de l'énergie actuellement en vigueur a été adoptée, comme vous le savez, en avril 2020. Elle couvre la période 2019-2028. Elle définit les actions et les mesures de politique énergétique à mettre en œuvre, avec toujours le même objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050, à travers, déjà dans la PPE, la réduction de la consommation d'énergie, la diversification du mix énergétique, par le développement des énergies renouvelables, la réduction de l'usage des énergies fossiles. C'est dans ce cadre qu'a été pilotée la fermeture des 4 dernières centrales à charbon. 2 sont déjà très engagées, Le Havre et Saint-Avold, Gardanne dans un deuxième temps. Et quant à la dernière Cordemais, comme vous le savez, la fermeture est liée à l'alimentation en électricité de la Pointe Bretonne et n'a donc aucun rapport avec la fermeture de Fessenheim. La loi relative à l'énergie et au climat, adoptée en novembre 2019, prévoit désormais qu'une loi de programmation de politique énergétique et climatique sera adoptée d'ici la mi-2023, puis que la PPE sera adaptée un an plus tard, soit mi-2024. Et la prochaine PPE couvrira les périodes 2024-2033. Le Parlement sera donc étroitement associé aux choix énergétiques à l'avenir suite à cette évolution de la loi énergie-climat. Afin d'alimenter les réflexions, le gouvernement a lancé le 2 novembre une concertation ouverte à tous sur un site internet autour de 12 grands thèmes de la stratégie française sur l'énergie et sur le climat. Depuis début décembre, les premiers groupes de travail technique avec les parties prenantes ont démarré, se poursuivront jusqu'à l'automne 2022.
Et à l'issue du débat parlementaire sur la loi de programmation, la PPE fera l'objet au deuxième semestre 2023 d'une concertation préalable sous l'égide d'un garant et de la Commission nationale du débat public. Comme vous le voyez, le Parlement sera désormais totalement associé au grand choix énergétique français. Merci, Madame la Ministre. Alors, la parole est à Monsieur Gérard Longuet pour le groupe Les Républicains. Chers collègues. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Ma question s'inscrit dans la ligne ouverte par Franck Menonville. Et à la veille de la présidence française de l'Union européenne, Madame la Ministre, nous voyons des articles apparaître passionnants, notamment de votre collègue, le ministre de l'Économie, qui veut réformer le marché européen de l'énergie. C'est une excellente idée. Il faudrait être un petit peu plus précis et un peu plus clair sur les ambitions du gouvernement, à condition naturellement d'être certain qu'il parle au nom du gouvernement. Car en matière de souveraineté énergétique de la France, la question majeure est celle de la capacité que le marché européen de l'énergie tel qu'il est organisé aujourd'hui donne à nos deux grandes filières la capacité de se financer. La filière nucléaire, en laquelle je crois profondément et qui est riche de promesses de nature différente, à condition naturellement de pouvoir être financée. Et la filière éolienne maritime, dont il reste à prouver qu'elle est compétitive. Or, vous avez deux obstacles, la sortie de l'Arenh, l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique et la taxonomie. Sur ces deux sujets, quels sont vos objectifs de succès, Madame la Ministre, pour la PFUE? Merci, chers collègues. La parole est à Madame la Ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Longuet, comme vous l'avez dit, le principe de formation des prix dans le marché européen de l'électricité est fondé sur une méthode collective qui est fondée sur le coût marginal de production. Ce système permet d'optimiser le fonctionnement du système électrique européen en faisant à chaque instant appel au moyen de production le moins cher à l'échelle de la plaque européenne au bénéfice de l'ensemble des consommateurs. Les marchés étant interconnectés à l'échelle européenne, c'est donc le prix du dernier moyen appelé dans l'ensemble de l'espace qui établit le prix de marché. Et en ce moment, ce moyen de production est en général une centrale au gaz, ce qui lie le prix de marché au prix du gaz. Cette situation persistera probablement tant que les moyens de pointe fossiles seront nécessaires pour assurer l'équilibrage du système. La persistance de prix élevés, donc, sur ces marchés est préoccupante et c'est la raison pour laquelle la France plaide pour une évolution de l'articulation entre l'amont et l'aval du marché européen de l'électricité pour que le prix payé par le consommateur puisse refléter les coûts de production du système électrique et du mix national et pas le prix marginal fossile. La France estime que cette démarche est tout à fait compatible avec le fonctionnement du marché européen de gros. Et donc l'ensemble du gouvernement, je voudrais vous rassurer sur ce point, est très mobilisé pour faire avancer ce sujet crucial auprès de l'Union européenne et des États membres, maintenant et bien sûr pendant la présidence française de l'Union. Barbara Pompili, comme Bruno Le Maire, et d'ailleurs moi-même au Conseil Énergie de Luxembourg il y a quelques semaines, portent ainsi conjointement, chacun dans les instances européennes qui relèvent de leurs compétences, les demandes de la France. En fait, nous souhaitons établir un lien plus fort entre le prix payé par les consommateurs et le coût de production de la composante bas carbone du mix électrique national, et introduire dans la directive un droit pour les consommateurs d'avoir accès à des contrats de fourniture d'électricité offrant une certaine stabilité des prix. Enfin, nous plaidons pour que la Commission aboutisse sur le sujet de la taxonomie et intègre tous les moyens de production décarbonés dans cette taxonomie. Merci Madame la Ministre. Monsieur Longuet, il vous reste 39 secondes pour la réplique. Pour la taxonomie, à condition que vous obteniez en effet des résultats, et vous rappelez que le système du coût marginal sur la dernière centrale à charbon ou à lignite allemande est simplement absurde. S'il y a des pays européens qui refusent l'énergie moderne et décarbonée, c'est leur problème, ils n'ont pas à nous le faire payer. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Daniel Salmon. Madame la Présidente, Madame la Ministre, nous en convenons tous, il est urgent de développer davantage, plus vite et plus fort, de nouveaux modes de production d'électricité. Des modes renouvelables et compétitifs qui contribuent à notre indépendance énergétique et qui renforcent la résilience de notre système électrique.
La faisabilité technique d'un mix électrique décarboné sans nouveau nucléaire, 100% renouvelable d'ici 2050, est possible. Si certains aiment accuser l'éolien de tous les maux, il est pourtant l'une des clés majeures de la transition. Tous les scénarios prospectifs de transition énergétique, RTE, ADEME, Négawatt, et de prévision d'investissement à moyen terme et long terme pour les ENR intègrent l'éolien comme élément clé incontournable. Une filière qui crée de l'activité économique et de l'emploi sur tout le territoire, du sous-traitant aux développeurs exploitants, passant par les bureaux d'études, l'ingénierie, les constructeurs de turbines. Aujourd'hui en France, le tissu industriel éolien, c'est plus de 900 entreprises et près de 23 000 emplois. Les perspectives et les opportunités des prochaines années sont immenses. Concernant l'éolien en mer, dans quelques mois, le premier parc offshore situé à Saint-Nazaire va être inauguré, 20 ans après les Anglais, les Belges ou les Danois. Alors que notre pays est idéalement configuré pour son développement en étant la deuxième surface maritime mondiale, avec ses quelques 11 millions de kilomètres carrés de zone maritime. Globalement, l'éolien montre un retard préoccupant sur les objectifs que nous nous sommes fixés. Sans même aller sur un scénario 100% renouvelable, les objectifs de la PPE nous sommes d'atteindre la capacité installée le double de la situation actuelle dans les 6 prochaines années. Nous devons passer de 17,8 gigawatts en 2021 à 34,1 gigawatts en 2028. L'État doit être davantage proactif dans l'accompagnement de cette énergie nouvelle. Comment, Madame la Ministre, la puissance publique compte agir pour rattraper son retard et favoriser un développement harmonieux dans les territoires ? Merci, Monsieur Salmon. Madame la Ministre. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Salmon, je vous rejoins, le rapport RTE démontre à nouveau que les énergies renouvelables sont indispensables à l'atteinte de la neutralité carbone et quel que soit le scénario, il nous faudra développer de façon très volontariste toutes les énergies renouvelables, y compris l'éolien terrestre et y compris l'éolien en mer. L'éolien terrestre contribue déjà à la lutte contre le réchauffement climatique. RTE a calculé qu'en 2019, les parcs photovoltaïques et éoliens français ont permis d'éviter l'émission de 22 millions de tonnes de CO2 en se substituant à des moyens fossiles. L'éolien contribue aussi à notre sécurité d'approvisionnement. En 2020, l'éolien terrestre a représenté 8% de notre production d'électricité nationale, ce qui en fait la troisième source derrière le nucléaire et l'hydroélectricité et devant les centrales à gaz. Enfin, il crée des emplois sur notre territoire. La filière éolienne représente plus de 22 000 emplois directs et indirects fin 2020. Le gouvernement souhaite donc poursuivre le développement de l'éolien terrestre et de l'éolien en mer pour atteindre les objectifs ambitieux de la PPE. À cette fin, pour le terrestre, nous avons mis en place cet été un nouveau dispositif d'appel d'offres pour la période 2021-2026 qui permettra de lancer au moins 25 gigawatts de nouveaux projets terrestres, photovoltaïques et de petite hydroélectricité sur les 5 années à venir. Nous travaillons bien sûr à maintenir l'acceptabilité des énergies renouvelables. Et la ministre de la Transition écologique a ainsi annoncé au début du mois 10 mesures pour garantir un développement responsable de l'éolien terrestre, dont la mise en place d'un médiateur de l'éolien, des contrôles systématiques du bruit, des expérimentations pour réduire les nuisances liées au balisage ou la création d'un fonds de sauvegarde du patrimoine naturel et culturel alimenté par les développeurs éoliens. L'appropriation par les territoires des projets passera aussi par une planification adaptée à chaque filière, adaptée au territoire à travers les comités régionaux de l'énergie qui associeront largement les élus locaux et permettront de concerter au mieux le déploiement de l'éolien. Merci Madame la Ministre. Monsieur Salmon, vous avez 9 secondes. Ni renouvelable, ni durable, n'en déplaise à certains, le nucléaire est coûteux et dangereux. Il faut consacrer aujourd'hui nos investissements à des vraies énergies d'avenir. Merci, Monsieur Salmon. La parole est à Monsieur Fabien Gay. Merci, Madame la Présidente, Madame la Ministre. Une seule question. Peut-on parler de la souveraineté énergétique française en ne remettant pas en cause le marché européen de l'énergie, en continuant à vendre nos fleurons industriels énergétiques et en voulant démembrer l'entreprise historique EDF? Voici ma question. Collègue Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Gay. Sur le marché européen, j'ai abordé ce point lors de la question précédente, puisque je vous ai dit que le gouvernement souhaitait revoir la manière dont la fixation du prix se fait sur le marché européen de l'énergie pour travailler plus, avoir un prix qui tient compte du mix énergétique et donc du mode de production sur le territoire national et pas seulement le prix marginal tel qu'il peut être facturé sur le marché européen.
Nous travaillons aussi, bien sûr, à maintenir EDF comme un acteur majeur de notre transition écologique et énergétique. EDF a vocation à poursuivre l'exploitation de notre parc nucléaire, développer massivement les énergies renouvelables, les capacités de stockage, les réseaux intelligents. La priorité du gouvernement est que l'entreprise dispose de capacités d'investissement accrues pour participer pleinement à la transition énergétique dans ses différentes composantes, tout en restant une entreprise intégrée et publique. Cette démarche s'inscrit dans une vision plus large que l'État porte de sécuriser le maintien des installations nécessaires au succès de nos ambitions climatiques pour corriger, je le disais tout à l'heure, les limites du marché de l'électricité. Dans ce contexte, l'État a eu des échanges approfondis depuis plusieurs mois avec la Commission européenne afin de convenir d'un projet de réorganisation d'EDF équilibré. Des progrès substantiels ont été réalisés dans ces discussions qui n'ont pas encore abouti à un accord global. Nous poursuivons donc les discussions avec la Commission. Nous avons toujours pour objectif la mise en œuvre d'une réforme de la régulation du parc nucléaire français existant et du parc hydroélectrique d'EDF, protectrice pour les consommateurs et respectueuse des intérêts d'EDF. Le gouvernement a mené de nombreuses réunions avec les organisations syndicales au cours des derniers mois, dans un format bilatéral en intersyndical, afin de concerter avec elles une approche commune de cette réforme. De nouvelles concertations seront menées auprès d'elles selon l'avancée des futurs échanges avec la Commission. Merci Madame la Ministre. Il vous reste 1 minute 41 pour la réplique, chers collègues. Merci Madame la Ministre. Madame la Ministre, la question était est-ce que nous continuons la libéralisation du secteur de l'énergie? La question vous est posée parce que, par exemple, le marché européen, ce n'est pas de votre fait, c'est depuis 2002. On voit bien que ça ne fonctionne plus. Alors que nous avons l'énergie la moins chère et la plus décarbonée grâce à notre parc nucléaire. Les Français sont en train de payer, en réalité, le prix de l'Europe libérale avec la construction du prix, puisqu'il est lié au gaz. C'est ça la réalité. Et on marche sur la tête. On n'y arrivera pas si nous ne sortons pas du marché européen de l'énergie. Deuxièmement, comment un État qui veut parler de la question de souveraineté est en train de s'amputer d'un certain nombre de fleurons industriels? Je ne remonte pas à Alstom et General Electric, mais en ce moment, Engie, nous sommes en train de scinder l'entreprise en deux, avec la filiale Equans, qui va être rachetée par Bouygues. Et ensuite, on disait, il y a 2 ans, je me rappelle ici même dans cet hémicycle, que l'autre partie sera rachetée par Total. Mais comment vous conduirez la transition énergétique lorsque vous n'aurez plus aucun levier? Et en même temps, vous êtes en train de vouloir démembrer l'entreprise EDF, main dans la main avec la Commission européenne. Parce que lorsque vous aurez isolé le nucléaire dans ce qu'on appelle EDF bleu, comment vous allez construire, par exemple, et comment vous allez pouvoir investir dans le nucléaire et les petits EPR lorsque vous aurez démembré l'entreprise en 3 et que, par exemple, la filière Enedis, qui ramène aujourd'hui de l'argent, vous l'aurez privatisée. Eh bien, vous n'aurez plus aucun argent pour investir notamment dans la filière nucléaire et dans la transition énergétique. Donc en fait, vous faites tout le contraire de ce qu'il faudrait faire pour conquérir la souveraineté énergétique française, c'est-à-dire sortir le secteur de l'énergie des mains rapaces du privé. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Moga pour le groupe Union Centriste. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. En juin 2020, concernant le coût de l'énergie, la Commission des affaires économiques